Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je me l'autorisais pas du tout. J'étais très intimidée, quoi. Je me disais, je maîtrise pas bien ce langage, j'étais très inhibée et donc j'essayais tout le temps d'être douce, tout le temps de montrer un visage doux parce que je me disais, si je suis douce, on va pas me rentrer dedans. J'osais pas exister complètement, quoi. Je me mettais tout le temps en dessous, quoi, en me disant, il faut rester douce, il faut rester. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus je m'autorise une forme d'agressivité, en tous les cas, dans la manière de parler, quoi. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer une artiste que j'admire beaucoup, c'est Blandine Rinkel. Blandine, elle est autrice, elle est danseuse, chanteuse dans le groupe Catastrophe. Je l'ai découverte, moi, via son dernier roman, Vers la violence, qui a gagné tout un tas de prix. C'est l'histoire d'une jeune narratrice qui raconte sa relation avec son père, qui est un homme à la fois fascinant et terrifiant. Ensuite, j'embrayais sur d'autres choses que Blandine a écrites, une nouvelle qui parle de deuil et de la façon dont on les garde, dont ils nous façonnent, puis d'autres textes courts, où à chaque fois je retrouvais ce même équilibre que j'aime beaucoup chez elle. C'est quelque chose à la fois nuancé, mais aussi très intense, c'est complexe, c'est malin, c'est beau et surtout c'est toujours très très juste. Donc je suis très heureuse d'avoir pu la rencontrer pour parler de pas mal de choses, du temps long en opposition au temps court, de comment elle écrit, de son intérêt pour la figure du coupable, de des métamorphoses concrètes qu'elle a connues depuis qu'elle a écrit son roman Vers la violence, et puis du fait qu'en 2023, eh bien, elle vient d'acheter Harry Potter 1. J'espère que ça vous plaira. Quand je t'ai invitée, j'ai reporté une fois parce que je trouvais que j'avais pas assez de temps, que j'avais pas pris assez de temps pour lire tout ce que tu avais écrit et écouter tout ce qu'il y avait à écouter. Et tu m'as dit, y a pas de souci, moi j'aime bien le temps long. Ouais. C'est quoi le temps long ? Celui de ce silence, déjà. J'adore le silence. Tel que je conçois l'existence et la pensée et la parole, j'ai l'impression qu'on vit sur plusieurs strates qui se superposent, quoi. Il y a un temps qui serait celui de la réaction spontanée, du rire, que j'adore, de la colère aussi, mais en permanence, je sens en même temps un temps plus long se dérouler, où les idées se font plus laborieusement déjà, mais de manière un peu plus stable quand elles se coagulent et que ça devient vraiment quand plusieurs petites idées, intuitions deviennent une idée, elle est plus stable, elle tient davantage. Et je dirais que c'est avec ce temps-là, moi, que j'essaye d'écrire des livres. Le temps de la réaction, de la vie, le temps sensuel, quoi, ça serait un temps plus court pour moi. Plus des choses qui passent et puis ça disparaît et c'est pas grave et c'est super que ce soit comme ça, quoi. Et on vit des éclats et on les chope et c'est ça qui fait qu'on est vivant aussi, qu'on sent une vitalité en soi, quoi. Parce que le temps long, il est plus inquiétant, il est moins vitalisant, je pense. Mais par contre, on a besoin pour... Oui, il y a moins de récompenses directes, quoi. Ouais. Oui, j'écoutais un truc de Malcolm Gladwell, qui est un journaliste américain qui travaille au New Yorker et qui écrit des essais. Il disait que lui, quand il écrit, il cherche toujours c'était un des conseils qu'il donnait pour écrire, à ce qu'il y ait des candies, des petites friandises, quoi. Mais ces friandises, c'est vraiment un temps court, de la réaction, pour supporter en fait le fait d'être dans le temps long de la lecture, de l'écrit, voilà. Et c'est vrai que j'aime bien que les deux cohabitent aussi. Ça m'a parlé quand il a dit ça. Je me suis dit, tiens, je devrais peut-être donner plus de candy. Mais en tous les cas, et donc c'est ça dans l'écriture. Mais dans les rapports, pareil, il y a des gens avec qui je peux me brouiller, et je sais très bien qu'on est brouillé sur le temps court. Ou l'inverse, où je sens que parfois des brouilles, en fait, c'est des brouilles vraiment profondes, et ça va mettre même si en apparence on se reverra, on se reparlera, je sens que ça s'est sédimenté dans le temps long. Et ça, après c'est un peu mystique, mais je les sens en permanence, ces deux couches de temps, quoi. Je sens que je vis dans les deux. Et t'as du mal des fois à te replonger dans le temps long, parce que c'est que si t'as pas de petits bonbons pour te féliciter d'avoir, je sais pas, genre l'écriture d'un livre, c'est laborieux, c'est long, ça fait mal. Comment tu... Ouais. Est-ce que tu as des petits plaisirs quand même au fur et à mesure de l'écriture ? Après, ça épanouit aussi, c'est aquatique, c'est aussi rassurant. Je sais pourquoi. Mais oui, en tous les cas, c'est là, par exemple, je suis lancée dans un manuscrit qui est
fait déjà longtemps que j'y suis, je sens que j'y suis pour vraiment longtemps. Si je veux aller au bout de la vision que j'ai, quoi, il va pas pouvoir se faire à l'énergie ou à l'intuition, quoi. C'est un truc, déjà parce que la structure narrative est complexe, que j'y tiens, que c'est des personnages, qu'il y en a 4 et je veux chacun leur donner raison. Donc voilà, c'est complexe, ça nécessite beaucoup de temps. Et en effet, de se plonger dans cette espèce de couche, quoi, d'activer ce mode, en fait. Je sais pas, ça doit être, j'imagine qu'un neuroscientifique nous expliquerait que ça correspond à des zones. Mais voilà, par exemple, ce matin, j'essaie d'écrire tous les matins. Et par exemple, j'étais trop prise là par ce qui se passe Israël-Palestine. J'étais impossible de rejoindre ces couches, je sais pas, plus. C'est pas forcément apaisé parce qu'elles sont inquiètes quand même, mais c'est vraiment un truc de longueur, quoi. J'étais prise par le présent et impossible. J'ai pourtant tout essayé, j'ai tout coupé, j'étais seule avec mes feuilles blanches et il y avait vraiment rien à faire. Mais c'était pas exactement ça ta question, parce que c'était plus celle de la petite récompense. J'y suis là, il y a pas de question. Ouais. Tout va. Parce que la petite récompense, je pense qu'elle compte aussi. Je pense par exemple aux réseaux sociaux, c'est toujours Enfin, mais justement, quand tu écris un roman, constante, tu mets pas des extraits, tu mets pas, donc il y a pas de réaction directe. Non, mais et je sens que parfois ça me fait le fait de pas avoir de petits candy. Ça fait parfois tomber un peu dans des si je suis complètement honnête, quoi, ça fait tomber un peu dans des phases un peu de ressentiment, ou alors que franchement j'essaye de pas baigner là-dedans, parce que c'est pas des passions que j'estime. De hargne un peu, tu vois. Non, mais de ressentiment plutôt, parce que le ressentiment, c'est ce qui est ce qui est larvé, quoi. Et je sens que parfois, ça vient du fait, justement, moi, d'être dans ce temps, l'exigence, le truc, j'essaie d'écrire aucune, dans mon manuscrit, je veux dire, dans les manuscrits que je travaille, aucune phrase sans qu'elle soit pesée dans tous les sens, sans que je puisse parfaitement en répondre. Et là, soudain, je vois que, y a des gens qui sont dans le temps rapide et qui sortent des... Et en même temps, je pense que c'est juste deux strates différentes. Et donc j'essaie, à ce moment-là, je me dis en fait, est-ce que c'est pas tout simplement que t'es un peu hargneuse parce que tu t'es pas autorisée à avoir un truc plus spontané, même peut-être juste à sortir avec des gens, à rire, à couper en fait, une espèce de grosse exigence. Donc oui, j'ai l'impression que sans contraste, c'est pas j'allais dire il blesse ce temps long, mais non, je pense pas, parce que les blessures, je trouve que c'est toujours intéressant. Enfin, les blessures, c'est de la vie, quoi. Il y a une blessure, il y a une réponse. C'est plus qu'il peut asphyxier, quoi. On peut se sentir asphyxié, quoi, dans cette espèce de truc souterrain où on voit plus la lumière du jour, quoi. Et est-ce que c'est pour ça que t'as autant de projets d'écriture en parallèle? C'est pour avoir un peu, enfin, de terminer des projets, genre quand t'écris des lettres pour la première ou quand t'écris des nouvelles pour. C'est complètement ça. C'est complètement les petits plaisirs, le fait de sortir oui, et puis de faire l'altérité, quoi. Parce que quand on écrit quand même si là, par exemple, c'est vraiment des personnages, je ne parle pas de moi. Bon, on part toujours plus ou moins de soi, mais là, dans ce que je travaille, c'est vraiment des personnages, quoi. Ils ne s'appellent pas ni Blandine, ni d'autres prénoms que j'aurais pu porter. Et c'est vraiment des personnages qui ont d'autres vies que les miennes, qui sont pas nés là où je suis née. Enfin voilà, mais quand même, quoi. C'est moi je maîtrise tout. C'est d'ailleurs ça qui est, enfin, un grand pouvoir, un pic de grande responsabilité. Donc c'est pour ça que ça demande tant de temps d'être sûr des phrases qu'on met, parce qu'en fait personne ne nous dira que c'est pas la bonne phrase. Donc ça tient que sur soi. Donc c'est bon. Mais je suis vraiment là, je fais un geste de marionnette. J'ai l'impression d'être vraiment aux manettes et de tout dompter. Et faire des lettres ici, un article là, ou même faire de la musique, soudain, c'est vraiment se prendre de l'altérité dans le meilleur des cas. Parfois, on travaille avec des gens qui nous ressemblent tellement que c'est plus de l'altérité, mais quand même si, quoi, aller sur un plateau radio, écouter je sais pas, par exemple, donc j'écris des lettres pour la RTBF à peu près une fois par mois, dans l'émission Dans quel monde on vit. Et en fait, la lettre, elle dure peu de temps. J'imagine comme tes chroniques. Ça dure peu de temps, mais le reste du temps, en fait, juste il y a de l'écoute. On est dans un monde qui est pas tout à fait le nôtre. Moi, je reste une heure je suis complètement silencieuse et j'écoute des gens parler, mais pas comme on le fait, je pense, quand on écoute la radio, où on peut faire la vaisselle, décrocher, se remettre. Là, il y a un espèce de truc, une attention, une acuité énorme sur l'autre, quoi. C'est très... Enfin, moi, c'est des moments où j'arrive pas du tout à penser à moi, parce que je vois la personne qui se débat avec ses propres idées, on la voit en face. Et ça, j'adore, quoi. Cette sortie de soi, je la trouve indispensable, quoi. Sinon, vraiment, on s'étouffe. Je m'étouffe. Tu bosses avec des détenus en ce moment ?
Ouais, je fais des ateliers à Fleury-Mérogis avec une association qui s'appelle Lire c'est vivre. Et voilà, c'est des ateliers d'écriture qui sont assez immersifs à chaque fois. Ça dure 5-6 jours et c'est 8h30, 16h30 tous les jours. Donc c'est 6 heures quoi d'atelier par jour. Donc 40 heures mais en continu quoi, je dors à côté et tout ça. Donc c'est une vraie plongée quoi. Tu sais quoi ton rôle? Mon rôle, je suis avec. Alors, pour l'instant, j'ai travaillé seulement avec des hommes, puisque évidemment, c'est soit des hommes, soit des femmes, et qu'il y a beaucoup moins de femmes détenues, donc il y a moins de possibilités de faire des ateliers. Bref, je suis avec 10, 13 hommes, et c'est de l'écriture. En général, j'arrive et je leur donne immédiatement une proposition quoi d'écriture et après à partir de ça, je régule ce qu'on fait quoi. Je leur propose de lire des choses, on prend des livres, on lit, on commente, on parle énormément. Mais ils écrivent vachement quoi. Je cherche vraiment à ce que ça parte quand même de l'expression. Il y en a qui au départ sont très inhibés par l'idée d'écrire et d'autres au contraire très très à l'aise. Il faut presque un peu réguler et pour pas que ça inhibe les autres quoi. Mais en fait même ceux qui sont inhibés à la fin écrivent quoi. Il y en a aucun qui a jamais écrit et c'est trop bien. Au départ je l'ai fait parce que j'ai commencé à Digne-les-Bains. J'avais fait juste un atelier. Vraiment aussitôt je me suis vraiment la toute première fois quand je me suis dit il y a un truc où j'ai un sentiment d'utilité que je n'ai jamais nulle part ailleurs. Je ne me sens jamais utile de manière générale dans la vie en dépit de mes efforts pour l'être. Je trouve que c'est très dur quoi de se sentir je mets un point là-dessus. Ouais. Ouais. OK. Allons-y. Voilà. Pourquoi je me sens pas utile? Ouais. J'imagine qu'en souterrain, en écrivant ou en faisant de la musique, j'imagine que ça agit pour des gens. J'imagine, mais en fait, on le sait pas, quoi. J'ai l'impression de lancer des livres. J'ai des retours, bien sûr, parfois, mais c'est des retours, ça restitue jamais, en fait. Je pense qu'il peut, réellement agir quelqu'un quoi. Je veux dire, est-ce que écrire ça change les gestes de quelqu'un? On le sait jamais. Enfin et même la personne le sait sans doute que 10 ou 15 ans après avoir lu le livre. Enfin donc c'est très énigmatique, on lance des bouteilles un peu à la mer, on a des retours mais je trouve qu'ils témoignent jamais. J'ai jamais l'impression que ça témoigne vraiment de l'expérience de lecture. J'ai l'impression qu'on me parle un peu d'autre chose de ce que de ce que j'ai écrit. Je sais jamais trop quoi ce que ça fait comme effet. Donc la vie intellectuelle, j'y crois, mais c'est mystérieux, quoi. Je veux dire, je crois quand même que ça a changé les choses, parce que pour moi, ça a changé les choses. Il y a des livres vraiment qui m'ont émancipé, vraiment, au sens premier du terme, qui m'ont fait changer de ville, qui m'ont autorisé à, par exemple, croire que peut-être je pouvais écrire, ce qui était dans la famille, dans le milieu dont je provenais, ce qui était peu envisageable. Et ça a été quand même permis par des écritures, quoi, par des livres que je lisais. Donc je le sais de manière intime et hyper concrète. Je vois bien que ça peut permettre d'émanciper, de changer. Enfin, voilà, que ça peut ou de rassurer, de consoler, ou l'inverse, d'inquiéter. Heureusement, enfin, je veux dire, c'est bien d'être inquiet aussi, mais je trouve qu'on le sait pas trop, quoi. Quand on écrit, je le sais comme c'est une idée, quoi, mais elle est très abstraite. Je l'éprouve pas. Alors que là, en fait, je passe une semaine, je le sais, je le sens, je pleure, c'est intense. Et tout simplement, il y a des hommes qui viennent me voir et qui me disent, en fait, on n'a jamais, depuis que je suis incarcérée, il y a jamais eu, mais tout simplement ça, quoi. Il y a jamais eu de groupe, de discussions en groupe, autre que dans la cour de promenade où évidemment les discussions ont certains contours. et donc j'ai éprouvé ça, je me suis dit, ah tiens, là, à cet endroit-là, j'ai l'impression que la démarche d'écrire ou de lire, elle a un effet direct, quoi, concret, que je vois, que je sens. C'est éprouvant pour plein de raisons, mais j'ai l'impression que quelque chose bouge, quelque chose est vivant aussitôt, quoi. Et toi, comment t'as su que l'écriture, ça pouvait t'apporter quelque chose? Et déjà, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est plutôt la lecture que l'écriture. J'écris un peu c'est la continuation du geste de lire, quoi. Mais la lecture, ça m'a
sauver de la solitude, quoi. Enfin, c'est un truc un peu banal et en même temps sincère. C'est que j'étais très seule quand j'étais enfant, adolescente, parce que j'avais des parents qui m'avaient eu tard, donc qui étaient plus âgés, un père très très absent, pas beaucoup d'amis en dehors de... J'avais des copines quoi à l'école, mais en fait par exemple pendant les vacances, voilà, pas de frères et sœurs. Enfin, je veux pas Cosette, hein. mais il y avait un truc où j'étais juste, j'étais un peu isolée quoi. J'étais un peu isolée, puis il y avait pas. Je pense que j'imagine qu'Internet change un peu la donne. Internet est arrivé quand j'avais. Tu dis ça comme si t'avais pas connu. Non, si. Mais justement, quand Internet j'avais, je pense, 11-12 ans, quoi. Quand vraiment Internet est arrivé dans ma vie. Et ça a changé. De fait, j'ai commencé à écrire sur Internet. Ça m'a donné aussi la confiance de changer de ville, de machin. Je pense vraiment grâce à Internet. Mais ma passion de la lecture, elle est arrivée bien avant ça. Et elle est arrivée quand même à un moment où je pense, oui, les écrans et tout, je sais pas, peut-être que ça pourrait arriver autrement aujourd'hui, mais en tous les cas, moi, je l'associe à ça, à un truc quand même de solitude, d'ennui et de, putain, incroyable, il y a des gens qui vous parlent, qui vous tiennent la main, qui restent là, qui vous abandonnent pas, vous n'êtes pas seul, quoi. Enfin, truc vraiment ça me sauvait de ça. Donc, j'ai pris l'habitude, quoi, de lire vraiment pour avoir un ami dans la poche, en permanence. C'est marrant parce que hier, par exemple, j'ai acheté Harry Potter, le tome 1. Alors, j'ai une bonne nouvelle, il y en a plein. Ouais, non mais je connais Harry Potter. J'ai lu quand j'avais 11 ans, quoi, je pense. Mais pour X raisons que je t'épargne, j'ai la racheté, quoi, le tome 1. Et j'ai commencé à le lire comme ça, en me disant, au début, j'avais un intérêt. Enfin, je le faisais dans ce que j'écris, j'avais besoin de voir comment ça se passait pour Harry Potter. Pour le début d'Harry Potter. Ok. Je laisse présager du meilleur. J'ai vraiment hâte de lire le prochain roman. C'est l'histoire d'un sorcier. Non, mais c'est transposé, mais l'histoire des moldus et tout, je trouvais, ça peut parler d'autres mondes. Des mondes un peu clos, quoi. Enfin, voilà. Bon. Bref. Donc, je commence à lire ça, quoi. Et vraiment l'émotion de l'enfance, un truc. Mais c'est pas que de retrouver les personnages d'Harry Potter, c'est de retrouver ce truc où il y a quelqu'un qui vous parle, qui va pas vous abandonner. Il va finir son histoire en fait. Elle, en l'occurrence, va finir son histoire. Ça me fait penser à un truc aussi de Virginia Woolf que j'avais dans Les Vagues, un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu quand j'avais 17 ans, quoi. Un des livres qui vraiment m'ont donné de l'énergie, de la vitalité, voilà. Et où il y a un personnage qui dit ce qui est terrible avec nos amis, c'est ils finissent jamais les histoires qui commencent. C'est peut-être pas ça exactement la phrase, mais c'est ça l'idée, quoi. Et que ça inspire à ce personnage une mélancolie profonde, parce qu'elle sent que toute sa vie, ça va être ça. Des histoires commencées avec des gens, et puis en fait, il y a pas de chute, quoi. et dans un livre, dans le meilleur des cas, il y a peut-être pas une chute extraordinaire, ou c'est pas celle qu'on attendait, ou voilà, ça ne fait pas forcément sursauter ou pleurer, mais ça va d'un point A à un point Z, quoi. Mais est-ce que c'est pas justement assez effrayant de savoir qu'il y a une fin et que quoi que tu fasses, quel que soit l'amour que tu portes au personnage, à un moment tu les verras plus? Moi ça me rassure. Non, les personnages on les voit plus, mais on peut relire le livre, l'écrivain est là, il y a une voix, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui reste quand même. Je pense que c'est ça, en fait, que je veux dire. Quelque chose qui reste, il y a quelque chose qui tient à la fin. Quand tu lis un livre, est-ce que tu penses qu'après que tu l'aies fini, les personnages, ils continuent leur vie ou pas? Ça dépend quel livre, bien sûr. Ouais, en tous les cas, j'ai beaucoup de personnages de romans en tête qui accompagne des situations que je vis, quoi. Enfin, je les fais vivre dans certaines situations. Je sais pas, je pense à Éponine dans Les Misérables. Je la réactualise souvent, quoi. Je rencontre des gens, je me dis, ah oui, bien sûr, j'ai soudain une énorme empathie pour quelqu'un à qui j'ai parlé pendant 2 minutes, parce qu'en fait, je l'étends avec Éponine, quoi. Donc, il y a quand même plein de personnages comme ça qui amplifient, en tous les cas, la vie, qui sont des membres ajoutés aux gens que je vois, aux situations que je... Donc oui, continue à vivre, quoi. Après, c'est pas sur un mode, je leur invente pas d'autres aventures après la fin du livre. C'est pas tellement sur un mode... En fait, je pense que je viens, même si je peux prendre un grand plaisir aux histoires, je viens moins chercher une narration que des manières d'être dans les
je viens moins chercher une histoire avec ses péripéties, même si je peux y prendre du plaisir, mais je pense que mon émotion la plus forte, c'est quand vraiment je découvre des manières d'être ou des manières de, je sais pas, de voir des lieux que j'aurais pas compris, ou des gestes nouveaux, des manières de parler, c'est ça que je retiens surtout des livres, quoi. Et ça, c'est fixé quelque part. Ça va pas, ça va pas être un mirage qui s'évanouit, quoi. Il y a ce truc-là. Je peux reprendre, je sais pas, Shuggy Bain, je sais pas si tu vois, de Douglas Stewart, un livre qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans. Et c'est un petit garçon qui vit dans un milieu pauvre et qui aime sa mère, qui s'occupe extrêmement mal de lui. Elle est alcoolique, pauvre, et elle sait... Ça me rappelle quelqu'un. Non, il l'aime avec une forme de candeur. Enfin, l'auteur situe vraiment bien cette candeur. C'est pas à hauteur d'adulte qui regarderait un enfant et qui le prendrait pour plus naïf qu'il n'est, quoi. Enfin, je distingue candeur et naïveté. Là, il y a vraiment une candeur, un espèce de truc où, en fait, même s'il aime que voilà une mère qui est néfaste à plein d'égards, quoi, pour sa santé ou pour je sais pas quoi, il l'aime vraiment, quoi. Bref, ce personnage qui vraiment le découvrir m'a fait pleurer, enfin vraiment, quoi. C'était très affecté, quoi, comme lecture. C'est pas toujours le cas, j'ai des lectures très intellectuelles, mais là c'était très physique, quoi. Je le reprenais, je tremblais, je me disais qu'est-ce qui va lui arriver. Et si quelqu'un me fait penser à lui, ou même une circonstance, ou simplement j'ai envie de le retrouver, je le retrouve, quoi. Je rouvre le livre, il est là, et ça c'est quand même incroyable, parce qu'il y a plein de trucs qu'on éprouve dans la vie, de gens, de situations qui nous touchent, et en fait après on a l'impression rétrospectivement, on n'arrive plus tout à fait à choper sur ce qui nous avait tant... Et dans les livres, c'est là, c'est capturé, on peut y retourner, quoi. On peut leur reproposer un café. Pas sûr. Pas sûr de ça. Moi, ce qui me fascine dans la littérature et tout, ou même dans n'importe quel type d'œuvre, c'est que, tu vois, j'avais à peine commencé vers la violence et écouter, je sais même plus quoi, et je me disais, c'est évident qu'à un moment, je vais me prendre une phase, je vais lire tout ce qu'elle a écrit, parce qu'il y avait un truc, je ne savais pas quoi, je mettais pas le doigt dessus, mais des fois, il y a des gens, tu sens que vous avez un peu les mêmes, tu vois, les mêmes... je sais pas, le fond il est similaire, tu vois, il y a un peu le saut des mêmes réactions, des mêmes vécus et tout. Et plus je lisais des trucs de toi, plus je me disais ouais d'accord, en fait, à quoi ça sert que j'essaye de formuler des pensées si en fait elle l'a déjà écrit quelque part, tu vois. Et j'avais ça dans pas mal de d'ailleurs cette phrase, enfin t'as dit un truc similaire dans une lettre que t'as fait pour la première en janvier. Et dedans il y a la phrase de ces failles qu'on reconnaît aussitôt dans le regard de l'autre sans bien savoir pourquoi. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu à peu près tout ce que t'as écrit. Trop bien. Ouais, y a pas de question des fois. Non, mais trop bien. Je pense que c'est ce qu'on espère en écrivant, en faisant de l'humour. Enfin, c'est ce qu'on... Je sais pas, on espère ça, quoi, quand même. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup recevoir des messages ou même en émettre. Enfin, j'écris aussi aux gens dont j'aime les œuvres ou tout ça. Mais je sais qu'il y a toujours quand même quelque chose de décevant. Il y a quelque chose qui est quand même en deçà du langage qu'on cherche à faire. Enfin, ce qui transite, la faille dans le regard de l'autre, dans laquelle c'est quelque chose qui est en deçà du langage et que mystérieusement on arrive à le faire passer entre les lignes, quoi. Un peu ce truc d'entre les lignes, tiens, quelque chose qui passe ou qui passe pas. Il y a des gens, leur lecture, quoi, de Vers la violence ou d'autres choses que j'ai écrites, je ne les comprends absolument pas. Alors que rationnellement, je vois très bien ce qu'ils me racontent, mais je me dis en fait, moi, tout ce que je cherche à faire passer, c'est autre chose qui passe entre les lignes, mystérieusement, et c'est ça que j'espère aussi d'un livre quand je l'ouvre, quoi. Ça peut être des vies très très étrangère à la mienne que je commence à lire, et pourtant je vais reconnaître, je sais pas, il y a un truc quand même un peu impalpable, un peu bizarre, un peu mystérieux qui passe, quoi, dans la littérature. Je sais pas je pourrais dire c'est son appel au style, mais je sais pas, je m'arrête là. Un truc qui revient assez souvent dans les choses que t'écris, j'ai l'impression, c'est le besoin de s'adapter à ce que les gens attendent de soi, d'essayer de faire semblant que ouais, bien sûr, je fais partie du truc, j'ai toujours été là, évidemment, je comprends tous vos codes. Est-ce que c'est un truc qui t'a posé problème quand t'as commencé à écrire, de penser à ce que les autres allaient
les ressentir, de ce que tu voulais dégager? Je dirais que j'ai commencé à écrire quand précisément c'est à partir de là où j'écris, c'est à partir de l'endroit qui cherche à se désaliéner, qui serait plus nu, plus cru. C'est à partir de là que ça commence. Après, bien sûr, j'emprunte quand même. Enfin, je vois par exemple quand je relis des textes, je sais pas, des premiers textes, quand je relis même des extraits de pas tellement le premier, bizarrement, mais de mon deuxième roman, je vois des choses empruntées ici ou là, et je me dis, ah tiens, là, quand même, en fait, t'as concédé à ce que tu pensais qu'on attendait que... Et j'ai l'impression que... Enfin, j'espère, en fait, que plus j'écrirai, plus j'éviterai, j'allais dire, ces éléments de langage, mais c'est pas aussi clair que ça. C'est pas des éléments de langage non plus. C'est de l'imitation parfois d'une musique, c'est de se dire ah si je vais dire ça on va penser que, et de pas savoir comment me démerder avec ça, et donc je fais une pirouette, je vois les effets que j'essaie de faire, voilà. Bon, ça revient quand même, mais je dirais quand même que le geste d'écriture c'est un geste qui vise à dénuder, à regarder dans les yeux et à dire je ne suis que ça. Enfin, voilà, et à le mettre bien sûr dans un roman, mais je suis ça, mais je ne suis que ça, quoi. Il y a un truc quand même de crudité et de... Après, dans la vie, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'embarrasse, cette affaire. C'est pas tellement d'avoir peur de plaire ou de déplaire. Je pense que c'est... En fait, moi, ça m'intéresse pas tellement d'être fière, je crois, de ce que je suis, de mon identité, par exemple. Par exemple, là d'où je proviens, donc de Rosé, par exemple. La fierté est pas quelque chose qui me rend très vivante. Je me sens bizarrement pas très puissante, quoi. La fierté est pas... Je comprends très bien pourquoi, pour des raisons politiques, renverser le stigmate, ça je comprends très bien. Voilà, là tout de suite, je suis en train de m'excuser, par exemple. Mais moi, je veux dire, c'est juste un constat. Avoir raison me procure pas un grand plaisir, en fait. Ok. Et c'est vraiment un truc de plaisir, quoi, de plaisir, se sentir puissant, enfin voilà, sentir qu'on est en vie, c'est avoir raison me procure pas tellement ça, quoi. Ce qui me procure ça, c'est plus de me confronter à quelque chose, je sais pas, qui me ressemble pas du tout, et de sentir que ça donne une idée nouvelle à laquelle j'aurais jamais pensé, mais voilà, j'ai pas tellement ce truc-là. Et quand je sens en fait qu'il y a des rapports de force, quoi, des rapports sociaux, des rapports de force dans des discussions, je me dis ah oui d'accord, c'est ça le truc. Bon, et ben une manière de me soustraire au rapport de force, c'est d'incarner ce que j'estime que l'autre veut que j'incarne. Je sais pas si c'est une lâcheté ou si c'est que réellement Pas mieux avoir la paix qu'avoir raison, quoi. C'est un peu le... Ouais, mais surtout ça me procure pas tellement plaisir. Donc si c'est la seule solution, si on est dans un truc raison ou tort, ben en fait je donne raison. C'est pas tellement par peur du conflit, parce que si on est dans s'il y a vraiment un conflit, mais que les deux personnes sont de bonne foi, que j'adore. Je trouve ça, même une certaine forme d'agressivité et tout ça, je trouve ça vitalisant, quoi. J'aime bien parler fort, j'aime bien rire, mais pas quand je sens que seul le rapport de force va primer, quoi, qu'on pourra pas arriver à une troisième idée. Et donc je pense qu'il y a un peu un truc comme ça où je dis ok, bah tu veux absolument que je sois ça, moi j'ai pas l'impression d'être ça, et j'ai pas envie de le revendiquer non plus, donc ok, je suis ça. Pour toi, quoi. Et dans l'écriture, j'espère qu'autre chose se joue, quoi. Qui serait un truc plus de bonne foi, dénudé. Est-ce que t'as toujours été quelqu'un de nuancé ? Parce que moi, c'est ça un des trucs qui me marque beaucoup dans ce que t'écris, c'est la nuance entre, il y a des personnages qui font des trucs détestables, mais qu'on n'arrive pas à détester. On est un peu de tous les avis parce qu'on comprend chaque point de vue. Et je sais pas, moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu dans tous les moments de ma vie très intense sur un avis. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de certitude et tout, mais je sais pas, je trouve ça fou. Pourquoi t'as beaucoup moins de certitude ? Parce que maintenant, je sais pas, je pense que je suis un peu plus ouverte. En fait, je pense que j'ai moins besoin de m'affirmer via des avis. Et maintenant, je suis comme, franchement, que les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est bien légitime. Et chacun... Le danger, c'est la mort, quoi, après ça. Oui, je pensais pas arriver là si vite. Top. On va direct à l'essentiel. En tous les cas, par exemple, c'est pas quelque chose que je vais revendiquer, la nuance. J'ai par exemple écrit un livre, à ton le droit de changer d'avis, mais moi ce qui m'importait, c'était le droit de changer. C'était pas le fait d'être nuancé. Ce que je veux dire par là, c'est avoir le droit de changer d'avis, c'est être nuancé, quand même.
Je sais pas, parce qu'il y a toute une frange intellectuelle en ce moment qui vraiment qui clame la nuance, et ceux qui seraient pas nuancés seraient des gens qui pensent mal, qui savent pas penser. Ce avec quoi je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas plus fière c'est ce truc de fierté en fait, Enfin, je pense qu'il y a des manières d'être radicales qui, en fait, aussi nous donnent accès de manière éclatante, quoi, à des pensées vives. Ça arrive qu'en fait, ce soit de la pensée qui passe vite, mais qui se vaut, qui peut se déplier derrière, enfin, ça m'intéresse en tous les cas les pensées un peu radicales, quoi. Elles m'intéressent. Je lis pas que des choses extrêmement nuancées. Après, moi, dans ma manière d'écrire, je cherche pas assez, je pense, à défendre quoi quelque chose ou quelqu'un. Ou alors, si je cherche à défendre quelqu'un, c'est en général des gens qui me ressemblent pas du tout, quoi. Par exemple, j'allais dire dans Vers la violence, Gérard et Lou. Je cherche quand même à défendre Gérard parce que je vois comment tout pourrait l'accuser. Mais c'est précisément parce que tout l'accuse que je cherche à le défendre, quoi. Je chercherais beaucoup moins à le défendre, je pense, s'il était évidemment innocent ou. En fait, ça m'intéresse de ce qu'on fait, par exemple, de la figure du coupable, quoi. Je suis beaucoup plus intéressée par la fille, pas au sens où je voudrais innocenter le coupable, mais parce que précisément il est coupable. Et à partir de ce moment-là, ok, on sait qu'il est coupable. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Qu'est-ce que ça devient, quoi ? Je pense que c'est plus dans un truc de dynamique de la pensée, en fait, et de dynamique des histoires, quoi. Ça m'intéresse moins d'arriver à un état, voilà, où on a raison, on finit l'affaire et c'est stable et ça restera comme ça. Ok, mais en fait après quoi j'ai l'impression qu'on peut plus vivre là-dedans, quoi. Enfin, quand c'est trop ferme, trop voilà. Donc c'est en ça que la nuance m'intéresse, que je la trouve dynamique en fait. C'est se dire ah tiens, j'étais sûre de penser ça, et si je me donnais tort, ne serait-ce que pour relancer quoi les idées, la pensée. Voilà, ouais, je dirais que c'est ça. C'est vraiment un truc de je cherche de la vitalité parce que ça va vite de la perdre. Pas vivacité, ouais. Non, ma vivacité aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les coupables qui parlent, encore une fois, je le répète, parce que vraiment, je pense comprendre ça, c'est important, qui parlent en tant que coupables, pas les coupables qui réellement, qui font du mal à autrui, et qui voudraient être innocentés, quoi. Ça, je trouve ça atroce. Je veux dire, qui cherchent l'impunité, Mais par contre, la figure du coupable qui revient de sa culpabilité, ouais, elle me passionne. Moi, très, 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 très souvent, même quand je suis pas coupable, quand objectivement, j'ai rien fait, quoi, de grave, bah, je me pense coupable, quoi. Je me dis, et qu'est-ce que ça donnerait si on se pense coupable? Ça, je sais pas, ça m'intéresse. Ouais, c'est peut-être un truc de tempérament. Peut-être que c'est aussi d'avoir, j'ai pour le coup un peu comme dans Vers la violence, j'ai grandi avec un père qui, pour plein de raisons, j'imagine, il l'a jamais vraiment dit, mais devait se sentir coupable de tout un tas de trucs. Donc peut-être c'est un truc aussi qui s'instaure dans l'enfance très tôt. Mais ouais, la figure en fait du coupable qui soudain se désarme et parle depuis l'endroit de sa culpabilité, mais sans armes, je la trouve bouleversante, quoi. Et je la cherche dans les livres. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle est peu présente. Et plus dans les films. Bah, d'ailleurs, il y a plein de films de procès en ce moment. Ça me passionne. Je trouve ça génial, quoi. Plein de films de procès qui parlent d'ailleurs depuis, Goldman, Anatomie d'une chute, Saint-Omer, où voilà, on part de ça. On part de l'accusation et la personne, alors j'allais dire est coupable, mais dans Goldman par exemple elle ne l'est pas, mais le spoil. Mais elle est coupable de tout un en tous les cas elle parle depuis cette figure-là, depuis le rang des accusés, et ça je trouve ça intéressant, ça rebat un peu les cartes, ça permet de penser les choses autrement. Comment, ça va être chelou comme question, hein. Comment tu te définis? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc on pourrait dire ah Blandine elle est comme ça, toi tu fais hop, en fait non. Ouais, je louvoie, tu veux dire. Absolument. Lâchement. Non, pas là, je dirais habilement, je dirais. Habilement. Ouais. De façon de voir presque les choses. pire, perversement. Non, bah je me définis sur quel plan, professionnellement par exemple. Bah je sais pas, toi dans, je sais pas. Toi tu te définis comment? Bah je cherche. Hein. je sais pas. Je sais pas parce que j'ai l'impression d'être tout et son contraire aussi. Je sais pas. Bah je dirais quand même moi je suis quelqu'un qui écrit. Ça on peut quand même partir un peu de cette. Je veux dire c'est hyper concret, c'est ce que je fais de mes jours. Bizarre d'avoir fini ce mot en 2 temps. Sinon vraiment ça a changé tout à fait le sens. J'écris, je lis, quoi. Je dirais quand même que ma colonne vertébrale, ça, y a pas de doute là-dessus. C'est la littérature, quoi. L'écriture, la parole, enfin le langage, on va dire.
Après, par exemple, me définir, est-ce que je suis particulièrement une femme ? Oui, je suis une femme, c'est indéniable. Mais est-ce que, par exemple, c'est un truc que je mets en avant dans ma manière, vraiment très concrètement, quoi. Quand j'écris et tout ça, est-ce que j'écris particulièrement en tant que femme ? Je sais pas. Ça peut arriver sur des sujets précis, que là, oui, bien sûr, cette identité va... Mais d'ailleurs, tes personnages changent souvent de genre au fur et à mesure de l'écriture. Ça vient d'où, ça ? Parce que c'est arrivé dans Vers la violence et dans Le nom secret des choses. Ouais, dans Vers la violence, c'était un garçon, pendant longtemps, le narrateur, avant de devenir cette femme qui s'appelle Lou. Et là, dans ce que j'écris, c'est encore le cas, c'est marrant. Et c'est aussi un garçon et c'est devenu une fille Non, mais là, j'en ai 4, j'ai deux hommes, 2 femmes, et encore, c'est pas si clair, c'est pas si binaire que ça, mais ça change, il y a un trouble dans le genre assez évident. Mais parce que moi, c'est le trouble qui m'intéresse, je dis pas ça pour faire ma maline, c'est sincère, quoi. C'est là où je sens de la vitalité, que ce soit dans les relations, quand je sens qu'il y a un trouble, pas forcément amoureux, en fait, un trouble, on n'est pas tout à fait à l'aise, on sait pas ce qui se passe, c'est que quelque chose se passe, quoi. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse plus que ce qui est bien défini, que les identités fermes, même si je comprends, je fais quand même une paraphrase pour ne pas... Je comprends très bien que sur un plan politique, revendiquer certaines identités soit nécessaire. Je le minimise pas du tout, je le comprends absolument. Mais voilà. on parle pas de... Ouais, mais je préfère quand même. Oui. mais ouais, moi, dans la vie au quotidien, dans mes manières, un peu dans les zones profondes, quoi. C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le trouble. Et des personnes qui se débattent avec leur genre, je trouve ça passionnant, en fait. Je sais pas, Paul Preciado, je trouve ça passionnant, quoi. C'est pas, en fait, il écrit pas en revendiquant un genre contre un autre, quoi. Il dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'émanciper et c'est de troubler vraiment le genre. Donc, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça qui se passe quand j'écris. Je me dis, ah oui, ça sera une femme, un homme, et puis en fait, ça se déploie autrement. Puis il y a des choses que j'ignore. Par exemple, quand j'ai voulu que ce soit que Vers la violence, c'était un narrateur masculin, et soudain, j'ai tout simplement achopé sur quelque chose de sexuel que je n'avais jamais vécu depuis la position de quelqu'un qui a un pénis, quoi. Je veux dire, j'en ai pas. Il y a quelque chose que je n'arrivais pas du tout à écrire, à me représenter. Ça sonnait faux. Puis du coup, ça versait un peu dans un truc peu idéologique, bizarre, avec des éléments. Enfin, je me suis dit, oulala, ça c'est pas du tout, c'est pas juste, quoi. Ça marche pas du tout. Donc, il a fallu que je reprenne pour le coup ces expériences sensibles, quoi, que j'ai eues parce que c'était plus exact. Enfin, j'arrivais mieux à l'écrire en tous les cas. Mais en même temps, par exemple, en littérature, c'est vrai que ça me passionne, des femmes qui écrivent du point de vue d'un homme, des hommes qui écrivent du point de vue d'une femme, le fait qu'on puisse comme ça circuler, ça me passionne. Moi, combien de livres j'ai adoré en ayant profondément l'impression d'être un garçon. Je sais pas, ça émancipe, ça libère, quoi. Je trouve ça. Et à l'inverse, enfin être, je sais pas. Là, je suis en train de lire Toni Morrison, Jazz, trop bien ce livre. Et voilà, je la lis, et soudain, en fait, il y a, alors que c'est pas précisé plus que ça, mais soudain, elle dit en fait que sa narratrice est dans un train où on tire un rideau vert parce qu'en fait elle est noire et que c'était la ségrégation aux États-Unis et qu'il fallait pas qu'on voit les personnes noires. Et soudain, j'ai un truc, je me dis ah oui, en fait, c'est une expérience qu'évidemment que je ne connais pas. Mais soudain, je suis choquée comme elle est choquée, parce qu'elle insiste pas là-dessus, et soudain, juste, on voit le rideau c'est horrible, ce rideau et tu ressens que, comme ça, c'est vrai que ça me le fait plus en littérature qu'au cinéma, parce qu'en fait, parce que t'as l'image, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Alors que là, vraiment, j'éprouve le truc, et je me dis, ah ouais, mais c'est quand même, je sais pas, j'éprouve une émotion que j'aurais pas pu éprouver sans ce livre. Donc ça, j'adore ce que permettent les livres comme circulation, quoi, comme, ouais, encore une fois, s'émanciper, enfin, aller dans d'autres vies, d'autres corps, et en restant humble. On sait on peut le faire un peu le temps d'un livre, et en fait, à la fin, on est quand même dans son corps, on a quand même son expérience, mais ça libère pendant quelques heures, où ça permet de encore une fois, d'être un peu moins étouffé en soi-même, quoi. Enfin, moi, je sens le monde verrouillé. C'est un vrai. C'est pas une pause, quoi. Quand je dis ça, c'est une vraie angoisse pour moi d'être quand je sens que je suis entourée vraiment avec des gens qui pensent comme moi. Si je dis une phrase, tout le monde va sourire en comprenant exactement ce que je veux dire. Surtout quand c'est un groupe. C'est un peu différent quand je parle à une personne
quand c'est une relation interpersonnelle, quoi. Mais dans un groupe, quand je sens que tout le monde est d'accord, j'ai vraiment quelque chose en moi qui se hérisse, ça me fait peur, quoi. Faut dire des dingueries. Tu dis une dinguerie de droite, tu fais what the fuck. Ouais, c'est vrai. C'est une manière de s'en sortir. Moi, je donne des conseils. Mais je sais pas trop d'où ça vient, quoi, parce que je pense que ça fait pas ça du tout à tout le monde. Donc, est-ce que c'est un truc, voilà, de corps qui réagit? Est-ce que ça me rappelle quelque chose, même étouffé, un truc généalogique? J'en sais rien. En tous les cas, les accords de groupe me menacent. C'est pas du tout un refuge pour moi. C'est quand la dernière fois que t'as été troublée? Hier soir, je pense. J'étais chez un ami que j'ai toujours connu, très ironique, très cynique, qui s'est toujours perçu, quoi, au-dessus du drame amoureux, quoi, de la douleur amoureuse. Enfin, il y avait toujours un petit sourire en coin. Il était complètement hermétique, par exemple, au film d'amour. Un truc vraiment, il n'arrivait pas du tout à s'identifier. C'était sincère, je pense que c'était sincère. Mais bon, là, il se trouve qu'il a vraiment vécu un chagrin amoureux. Et son visage a changé, sa manière d'être a changé, sa manière de sourire a changé. Et je l'ai vu, en fait, lui, vraiment beaucoup plus désarmé que d'habitude. Parce que normalement, vraiment, il y avait avec cette ironie et tout ça une sorte d'arme permanente. Et donc, j'allais chez lui en m'attendant à ça, en m'attendant à ce qu'on soit dans cette manière de faire. Et c'était pas du tout le cas. Et donc, il fallait réinventer un rapport entre nous, parce que normalement, c'était ce rapport-là. Et donc, je dirais que ça, c'était un trouble, par exemple. Au sens où on savait pas exactement comment se comporter. Mais c'est hyper intéressant. Ça relance la relation, ça relance plein de choses, ça relance du langage aussi. On a parlé tout à fait différemment que la manière dont on parle d'ordinaire. Voilà, je dirais ça, spontanément. Je ne sais plus dans quoi. Normalement, tu parles... Bah si, c'est toujours dans la lettre sur la première de janvier. Tu parles des douleurs et tu dis qu'on vous transforme en violence, en blague, en volonté de pouvoir ou en mélancolie. Vous participez à façonner l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Et j'ai lu ça et j'étais là, bah oui. Évidemment. Ouais. Mais c'est fou ce truc de 4 chemins des douleurs. J'avais jamais... Alors ouais, 4 chemins précisément. Bon, je sais pas. Hein, je sais pas si je. C'est toi qui écris, hein. C'est ouais, pas... ouais. Mais peut-être, enfin, sans doute qu'on pourrait en trouver d'autres, oui, quoi, sûr, des chemins. Mais j'avais jamais formulé ça comme ça. Et mis sur une sorte de pied d'égalité les blagues ou la volonté de pouvoir, par exemple. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu prends quel chemin, toi? La mélancolie, quoi, je dirais. Et la violence un peu. C'est pour ça que j'ai un peu réagi au taquet sur je ferai pas non plus une éloge de la nuance contre la radicalité, parce que justement il y a des manières de violence, quoi, des manières de parler de manière un peu radicale et violente, etc., qui sont en fait l'expression assez brute, quoi, de l'intensité de la douleur qu'on éprouve. Et ça me touche, en fait, de sentir ça. De sentir ça chez des gens, même des formes d'agressivité. Alors, du coup, je pense à la prison. Des formes d'agressivité qui sont, en fait, les derniers, ou peut-être pas les derniers, mais qui sont des sursauts de vitalité, en fait, qui sont des manières de dire, en fait, ça m'a déjà trop blessé, j'y vais, quoi, je réponds, et je sais pas si c'est souhaitable, mais en fait, on vit pas dans le monde des idées, quoi. On vit dans le réel, donc c'est ce qui est. Et c'est vrai que ça me touche. Il y a une certaine violence avec laquelle j'ai de l'empathie, quoi. Alors que je le dis d'autant plus librement que moi, j'ai pas de pulsion de violence. Tu balayes pas des gens? Non, mais physique. Mais non, mais vraiment, presque, je le regrette, parce que j'ai l'impression d'être trop dans la logique de retourner la violence sur soi, de tout de suite un peu se flageller, ce machin, alors qu'en fait gueuler un bon coup ou je sais pas, ou même être un peu brutal, sans parler de vraiment blesser, envoyer quelqu'un à l'hôpital. Enfin là, je suis pas dans des mais je pense que ça peut aussi être une force de vitalité, quoi, et que parfois peut-être que j'ai étouffé ma vitalité en m'autorisant pas en fait, plus j'avance, par exemple dans le langage, plus je m'autorise une forme de la manière dont je parle, par exemple. Comme ça, tac, en faisant des trucs avec les mains et tout ça. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je me l'autorisais pas du tout. Je me disais, j'étais très intimidée, quoi, par les gens que je découvrais qui écrivaient, les journalistes,
je me disais, je maîtrise pas bien ce langage, j'étais très inhibée et donc j'essayais tout le temps d'être douce, tout le temps de montrer un visage doux parce que je me disais, si je suis douce, on va pas me rentrer dedans en retour. Mais ça a montré en fait que j'étais plus soumise au langage en cours, quoi. J'osais pas en fait, j'osais pas exister complètement, quoi. Je me mettais tout le temps en dessous, quoi, en me disant il faut rester douce, il faut rester. Et j'ai l'impression que plus j'avance, plus je m'autorise une forme d'agressivité, en tous les cas dans la manière de parler, quoi. Dans la langue, quoi, parce que c'est très peu présent. Enfin, il faut que je me batte, moi, pour m'autoriser l'agressivité, mais je la souhaite justement comme une manière d'exprimer de répondre à la blessure, quoi. Je la comprends, quoi. Elle me touche. Enfin, voilà. Bon, je sais pas si ça a répondu, mais voilà. Un mélange de mélancolie et de violence, je dirais, chez moi. Okay. Elle va où ta colère, alors? Si t'arrives pas à être spécialement agressive? Enfin, non pas que ce soit un but en soi, mais, mais en tout cas, il faut bien que la colère, elle aille quelque part. Ouais, elle a beaucoup été contre moi. Ouais, concrètement, hein, vraiment, c'est des trucs même physiques pour le coup, mais contre moi-même, quoi. Vraiment, même se taper, ne m'est pas étranger, quoi. Se dire, en fait, il faut que ça aille quelque part, et comme j'ose pas l'envoyer vers l'autre, je l'envoie contre moi-même, quoi. Et après, je pense qu'elle va aussi dans l'effort, dans le travail, parce que c'est que je travaille beaucoup, enfin c'est. J'ai cru voir. Mais c'est un goût que j'aime et je pense que ce goût est quand même redoublé aussi c'est une manière de, je sais pas. Bah ouais, encore une fois, peut-être il y a un truc un peu maso en fait, quoi, mais ouais, redoubler d'efforts, de s'épuiser, quoi, et aussi du coup d'épuiser la frustration, la colère, enfin voilà, tout ce qui toutes ces émotions qui nous. Et quand même, parce qu'il y a pas que ça dans la danse. Je dirais qu'il y a un truc vraiment, mais là par exemple, je danse pas sur scène. Et je sens que ce côté parce que dans la danse, ce qui est trop bien, c'est que il y a un truc vital, colérique. Moi, je danse un peu dans tous les sens. Je sais par exemple que je souris beaucoup quand je danse et que j'ai un sourire très grand avec plein de dents. Il y a un truc agressif en fait, moi, dans ma joie, mais que j'aime bien, quoi, que je revendique. J'aime bien j'aime bien le voir aussi chez d'autres, quoi. Ce truc de la joie, quoi, mais c'est une manière je sais pas, d'exister, d'être puissant. Et ça, j'adore ces moments-là, quoi, sur scène, de danse, machin, où en fait, il y a aussi, bien sûr, il y a de la colère, il y a un truc qui est en train de sortir, et avec des gens, dans le meilleur des cas, dans un public où, en fait, tout le monde devient un peu fou, et il y a un mélange, ouais, de joie et d'agressivité, où personne n'est victime de ça pour autant, quoi. On devient tous un peu agressifs, mais il n'y a pas de victime. Ça, c'est quand même, c'est chouette, quoi. C'est quand même c'est des moments rares d'excitation, je sais pas quel est le mot que je cherche. Arrête ma phrase là. C'est différent de danser devant un public ou sans public? Ouais. Je dis oui. Je vais beaucoup plus loin, moi, quand il y a un public. Bizarrement. Je prends plus de risques, physiquement. Pas comment dire. Je peux vraiment, je vais plus loin même en termes de cardio, quoi, en termes de capacité physique. Je sais pas, parce que j'imagine qu'il y a une forme d'adrénaline, il y a un truc qui prend, quoi. Pour le coup du groupe, peut-être que c'est à cet endroit-là que je vois un truc de groupe qui me galvanise, quoi. Parce qu'il y a pas parce que sans doute que ce qui m'embête ce qui me rend triste en fait dans les groupes quand tout le monde est d'accord, c'est qu'on est souvent d'accord contre quelqu'un, quelque chose, et je me dis ouais, mais de quelle manière en fait on est d'accord contre? Je suis pas sûre d'être, voilà, j'ai un peu un truc comme ça. Alors que dans la joie, dans le côté on est tous d'accord pour redevenir un peu, enfin pour montrer qu'on est des animaux, quoi, dans l'absurde en fait, dans un truc qui se déborde, qui n'intellectualise plus aussi. Je trouve ça tellement jouissif, la danse, pour ça, soudain vraiment ne plus penser, être vraiment une somme de gestes, de dents, de cheveux qui se frappent contre des corps. Enfin, je trouve ça trop bien. Et c'est vrai que quand il y a un public, je suis prise, quoi, par cette espèce de truc de transe. Très souvent, quand je sors de scène, enfin, quand on était en tournée avec Catastrophe, je sortais de scène vraiment en étant un taux de rouge, je veux dire, de mon visage, de mon corps. Un truc, mais jamais je l'atteins quand je fais du sport seul, quoi. Un truc où vraiment je me disais, mais c'est pas possible. Normalement, ça fait 20 minutes que je suis décédée. Pourquoi suis-je encore en vie?
Et alors que quand je fais du sport quoi au quotidien, enfin j'ai quand même une pratique du corps assez, je fais du cardio, je fais des séances de renforcement musculaire si vous voulez tout savoir. Mais il y a un moment où je m'arrête quoi. Il y a un moment où je m'arrête, je me dis là c'est bien, je suis bien fatiguée, voilà. Alors que ouais, quand il y a du public ou en tout cas quand il y a d'autres personnes, il y a un truc qui va beaucoup plus loin quoi, où on se déborde. J'adore ça. Et toi? Moi. Tu danses? Non, pas du tout. Pas du tout, mais je m'étais fait la réflexion. Je pense que c'était après, quand j'ai terminé la tournée de mon premier spectacle, je m'étais dit que vraiment, il faudrait que je fasse des cours de danse parce que ça me détendrait du cul en termes de que faire de mes bras, que faire de mon corps et tout. Et déjà rien que le fait de faire de la muscu et tout, je sens déjà la différence d'avoir plus conscience de ses muscles, de telle chose et tout. Et donc voilà, je m'étais dit que ce serait une bonne idée, mais je ne l'ai toujours pas fait. Je pense que je ne le ferai jamais parce que this is who I am. Ouais. Donc mais je pense qu'il faudrait. Ouais, ou pas des cours, mais même dans des concerts en fait. Oser soudain être la personne qui. Ah ça ouais, mais ça c'est ouais, j'aime bien avoir un but quand même. Ouais, j'aime bien. Je suis que ce soit structuré quoi. Ouais, très très scolaire. Ouais. Mais ouais, faudrait que j'essaye. Et toi, elles se transforment comment les douleurs? Tu choisirais quoi comme route? Les blagues. Bah les blagues, hein, les blagues et la mélancolie, je pense. Ouais. Ouais, un mélange des deux, un peu humour du désespoir comme ça. Ouais. Mais ouais, sinon beaucoup le cynisme et les cacher tout sous un. Je passe ma vie à te citer là pour le coup, mais je ne sais plus dans quoi t'avais mis ça, mais tu disais que à l'écrit on avait tendance à dramatiser les choses et à l'oral à justement dédramatiser et faire comme si c'était rien. Je sais plus dans quoi c'est. Dans les abus gris. Voilà. Et j'avais aussi un peu tiqué là-dessus. Est-ce que toi t'as déjà eu peur de dramatiser des choses à l'écrit? Ah ouais, des fois tu te mets des petites claques en mode mais... Ouais. J'ai des bons pour le coup relecteurs, lectrices que je choisis, enfin en fait c'est mes meilleurs amis quoi. Mais ils sont pas du tout à m'encourager dans la dramatisation et ça j'aime bien quoi. J'aime bien un truc mon copain quoi. Je sais que je vais pas la lui faire à l'envers sur un truc un peu regarde ce qui m'arrive, un peu trop pénétré avec je sais pas un esprit de sérieux démesuré par rapport à ce que et ça j'aime bien, j'ai même pas finalement besoin tout à fait de lui faire lire, mais la possibilité qu'il le lise me rappelle tout de suite à ça quoi. Et ça je trouve sur la peur du jugement pour se canaliser. Bah non mais ça j'aime bien quoi, je le souhaite plutôt mon éditrice pareil, elle va on se comprend assez je pense pour qu'elle aime par exemple des moments désenvolés un peu lyriques. En connaissance de cause, je sais que c'est lyrique, mais je l'assume. Et là, je trouve qu'il y a une beauté quoi dans le lyrisme, mais pas le fait de. En fait, c'est aussi un peu de théâtraliser quoi les grands soupirs. Ça se fait dans l'écriture. Enfin, je veux dire les grands soupirs. Là, on entend du coup quelqu'un qui mais en fait, dans l'écriture, il y a l'équivalent de ça, des trucs avec des retours à la ligne. Une phrase d'un mot. Voilà, une phrase d'un mot et qui te regarde et qui dit mais tu ne comprends pas ce que je veux dire par là. Et c'est vrai que ça moi ça m'agace quand je le lis, même si j'ai quand même de manière générale avant tout de l'empathie, donc je me dis même si on théâtralise parfois la théâtralisation c'est une manière d'être pudique avec la douleur bizarrement. Ça c'est une idée que défendait Leslie Jamison que j'avais trouvée hyper forte. Elle disait en fait on reproche souvent à certaines femmes de pleurer avec des grands sanglots, je sais pas les mamas italiennes qui en feraient trop et ce serait faux. Et non en fait c'est leur manière de pudeur. Elles le jouent pour leur sentir moins fort. Elles le ressentent quoi très fort, mais le jouer c'est un code social. Ah elles en font trop et tout ça, et comme ça on voit pas exactement en fait leur endroit de faille, de dévastation. Et je trouvais ça assez beau ça m'avait fait réfléchir. Je m'étais dit ah oui peut-être parfois quand il m'arrive d'avoir un regard un peu dur sur des gens que je trouve vraiment trop théâtraux dans
dans leur douleur ou même dans un peu des trucs autoritaires, quoi. Et c'est comme ça et pas autrement. Et voilà, alors que parfois les idées sont pas si novatrices et tu dis ouais, tu peux le dire un peu plus, tu vois, un peu plus tranquillement. Mais en fait, parfois, peut-être que c'est des manières de pudeur, c'est que vraiment ils y croient très 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 fort à ces idées en fait, et que c'est une sorte de maladresse ou que de les théâtraliser comme ça, quoi. Je trouve que c'est une idée intéressante. Mais bon, en tous les cas, moi, dans mon écriture, j'aspire quand même à pas être trop théâtrale. Quand je le laisse, c'est vraiment quand il y a des moments théâtraux, c'est à dessein. Je le laisse parce que vraiment, je me dis là, il y a un lyrisme, ça correspond à ce que j'ai. Mais pas des trucs qui m'auraient échappé, quoi. Pas des moments où ça sent quand même alors qu'en fait, je voulais pas tout à fait le faire. J'ai été dépassée par oui, quand c'est de la maladresse, quoi. Donc j'ai des bons relecteurs pour ça, qui destituent bien mes prétentions. Et ça, c'est bien, c'est précieux quand même. Et est-ce que, à l'inverse, à l'oral, des fois, tu dédramatises trop ? Ouais. Ouais, je pense un peu moins, de moins en moins quand même, je dirais. Avant, j'avais quand même vraiment tendance j'allais dire à rire, mais je ris toujours. Enfin, je veux dire, c'est souhaitable de rire. Mais j'avais tendance à rire tout particulièrement de ce qui me blessait le plus. Et en fait, parfois, notamment, encore une fois, avec mon éditrice, décidément, Stéphanie Pollack, parfois, en fait, je dis un truc où je suis vraiment... Alors, ça m'est arrivé justement en sortant de prison, où je lui parlais d'un détenu, et en fait, je lui parlais d'un truc qui m'avait vraiment, je dirais pas quoi, mais qui m'avait vraiment choquée. Vraiment un truc que j'ai appris, qui m'a profondément perturbée. Et en lui racontant le truc, j'éclate de rire, quoi. Je lui dis, mais en plus, le truc est vraiment... parce que c'était un truc morbide, quoi. Et donc, je ris vraiment, mais un rire un peu fou. Et elle riait pas du tout à l'autre bout du téléphone, alors que c'est quelqu'un qui rit. Et à la manière dont elle avait de pas rire, c'est pareil. Je me suis dit, en fait, là, elle comprend que mon rire, c'est une manière de protection, mais qu'en fait, la vérité, c'est que ça me fait pas du tout rire. C'est que en fait, j'en rêve la nuit. Et là, je ris. J'ai rien dit. Après, c'est chouette aussi d'avoir cette soupape sociale, quoi. Je veux dire, c'est quand même super précieux. Mais de moins en moins, je pense, j'ai la mécanique du rire, quoi. Puis je crois que ce qui me fait le plus rire quand même, c'est ce qui justement déjoue des mécaniques. Enfin, ce qui me fait, je sais pas les gens, les humoristes, les trucs qui me font. Les trucs, les personnes qui me font le manque de respect. Putain, je coupe. Non, mais les personnes qui me font vraiment rire, en général, celles qui mettent à jour une mécanique que je sentais mais que j'avais pas encore vue mise à jour. Par exemple, des gens qui parlent tous avec les mêmes expressions, et soudain je l'entends dit par un humoriste qui va reprendre, je sais pas, par exemple ce que fait Lison Daniel, elle fait ça vachement, quoi. Elle reprend des manières de parler, et soudain, j'entends une manière de parler qui, en fait, en secret, me faisait un peu bader, parce que je me disais, ah, putain, tout le monde parle vraiment avec les mêmes mots, avec la même intonation et tout ça. Et là, j'éclate de rire. Et c'est un truc qui me soulage, en fait, que ça brise la mécanique sociale, ça me soulage. Ok. Ouais, ils sont très très fortes. Ouais. T'as tellement d'endroits où mettre des émotions, des choses auxquelles tu penses, que ce soit les romans, que ce soit des lettres pour la radio, des chansons et tout. Quand tu as une émotion, un ressenti, comment tu sais où tu vas le mettre ? Ce que tu vas en faire ? C'est quand même tout, c'est l'écriture, hein. Je veux dire, j'ai un carnet, ce qui se passe chaque matin, déjà. Hyper concrètement, ce qui se passe chaque matin, c'est que je prends un café, que j'ouvre mon carnet, que je mets la date du jour et que j'écris des choses. Mais c'est pas forcément, automatique, j'écris, ouais, j'écris pas tout de suite, j'ouvre pas tout de suite le manuscrit en cours, ou je me dis pas tout de suite je vais me mettre sur tel ou tel projet. En fait, souvent je me dis tiens, là par exemple ce matin, j'ai écrit quelques lignes sur ce que j'ai raconté de cet ami, cet ex cynique qui, non mais je pense qu'il le sera toujours à d'autres endroits. C'est juste que c'est une pause. Là voilà, il y avait une faille, mais enfin je lui souhaite, tu vois, parce que je l'aime bien aussi quand même là-dedans. Mais et donc je prends quelques notes où j'essaye même, parfois c'est juste des atmosphères, quoi. Je me lève dans une certaine atmosphère, je sens que j'ai un peu, j'en sais rien, j'ai mal au bide pour telle raison, ou que je pense en permanence à tel post Instagram que j'ai lu sur Israël.
Je me dis putain, mais pourquoi j'y pense autant? Et c'est pas que des idées, c'est qu'il y a j'essaie de restituer par écrit l'atmosphère que ça déclenche, quoi. L'atmosphère dans laquelle je suis. J'essaie de restituer un peu ça. Et donc, voilà, c'est ça. C'est quand quelque chose arrive, ou quand quelque chose me saisit, enfin, ça part avant tout dans ces carnets. Et après, en fait, par contre, je les fais sortir. Je me dis, ah tiens, telle idée, telle impression, tel début de je sais pas quoi de paragraphe, ça peut devenir une scène, ça peut devenir une page du manuscrit en cours que je vais infléchir pour faire rentrer telle émotion dedans, ou ça peut devenir en fait ça va partir en chanson, ça part en prod, ça part en chanson. There's a party in my pussy. C'est pas moi qui l'ai écrit ça. Mais oui, ça va partir en autre chose, quoi. Ouais, dans une lettre. Je me dis, ah oui, tiens, du coup, je vais pouvoir écrire un truc et ça me permettra de développer telle chose, quoi. Mais il y a une sorte d'endroit premier où je lance juste de la matière écrite et c'est vraiment le carnet. Ouais. Et après les formes, c'est du travail. C'est autre chose, quoi. Pour moi, c'est même pas les mêmes heures, en fait. J'ai une première heure. Vraiment chaque matin, pendant laquelle je promène mon chien d'abord, et après je prends mon café et ouais, je me vide de quelque chose ou c'est vraiment un truc en fait intuitif, c'est ça. Il y a une première heure qui serait l'heure intuitive, quoi. Je promène mon chien, j'écoute quelques trucs, souvent de la musique, un peu France Inter, vraiment. Ça arrive, hein, Et voilà, et après ça, j'écris, c'est intuitif et tout ça. Et après, en fait, les heures d'après, c'est des heures qui sont pas intuitives, elles sont volontaires. Et après, parfois, bien sûr, il y a l'intuition et de la volonté, mais elles sont volontaires. Même en termes je m'assis, j'ai plus mon carnet, je suis plus à la main et au stylo, mais je prends un ordinateur, j'ouvre des dossiers qui sont commencés, et c'est pas les mêmes temps. Et je tiens vraiment aux deux, quoi. C'est pas les mêmes zones non plus, à mon avis, du cerveau, qui sont toujours, avec mes connaissances en neurosciences, assez limitées, mais c'est... Ouais. Et t'es du genre dans ton carnet à écrire bien? Tu veux dire écrire des phrases achevées? Bah ouais, parce que moi, par exemple, je lis Journal de Virginia Woolf, je suis là, come on, girl. Ah oui. Genre, permets-toi d'écrire comme une schlagos, quoi. Ah, moi, j'écris schlag. Non, mais même en termes de présentation. Alors, parfois, soudain, parce que j'adore la papeterie. Vraiment. Je comprends. Vraiment un truc, là, en venant, je me suis arrêtée dans 2 papeteries, quand même. Et vraiment, mais c'est-à-dire même avec des stylos à paillettes. Enfin, je veux dire, j'adore la papeterie. Alors que je suis très peu matérialiste, au sens ça où compte pas, ça. Non, mais je sens que c'est un truc à part, parce que par exemple, dans mon appartement, le frigo est dans la salle de bain, pour te donner une idée du point auquel je suis pas attachée aux objets, à l'aménagement. Tu vois, c'est vraiment, c'est le bordel, c'est mal fagoté, tout ça. Mais vraiment, le truc de mon bureau, la papeterie, les objets, genre, tout est choisi, tu vois. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que parfois, du coup, sur mes carnets, soudain, j'ai un espèce de truc papeterie 3000 où je vais en faire des petits schémas rouges. Mais c'est une sorte de plaisir un peu enfantin. Et souvent, c'est pour me rassurer parce qu'en fait, j'ai peur d'aborder telle scène, telle idée, telle intuition, quoi. Donc, je commence avec des petits dessins et trucs où là, ça a l'air du coup super ordonné. Mais la plupart du temps, c'est quand même... c'est le bordel, quoi. C'est 4 mots ici, 3 mots où je dis vraiment une énorme banalité, enfin, je veux dire un énorme cliché, mais juste je l'éprouve. Mais la manière dont je l'écris, tout ça, je sais que quand je vais retomber dessus et que je serai dans ce mode plus volontaire de travail, je vais bien voir que c'est le cliché, mais que ce qui comptait, c'est qu'à ce moment-là précis, j'ai écrit ce cliché-là, pourquoi, enfin, voilà. Et en fait, là, je vais travailler l'idée, quoi. Ce qui importe, c'est de juste mettre intuitivement quelque part l'idée qui me travaille, avant de travailler l'idée qui me travaille, quoi. Oh. T'as perdu un manuscrit à un moment. Ouais. T'avais pas de copie. Non. Je te sens suspicieuse. Ça me tend. Non, j'ai une passion pour faire des copies de tout. Et tout est sauvegardé en permanence à 6 endroits différents. Ah oui. Mais je trouve ça fascinant que, genre, tu le savais que t'avais pas de copie, et genre, t'as laissé la possibilité d'un auto-sabotage de l'espace. Ouais. Pourquoi? Bon, alors, j'y ai bien réfléchi, hein, cette affaire. Déjà, j'ai laissé... C'est mon ordinateur qui est décédé sous la pluie, à ce moment-là. Je veux dire, c'était dans mon ordinateur. Et j'ai quand même... Il était dans un tote bag. Autant vous dire que j'aurais pu
Comment dire que protégée. tu vis à Paris sans dire que tu vis à Paris? Alors j'étais pas à Paris à ce moment-là. Je crois que j'étais aux Émirats Arabes Unis, bizarrement. Je l'avais pas vu venir. Je l'avais vraiment pas vu venir, ça. Ouais, c'est assez étonnant, mais j'étais pas à Paris. Je veux dire, c'était d'autant plus étonnant, la pluie comme ça, un peu diluvienne, et néanmoins j'avais mon tote bag. Enfin voilà, je ressemblais à la petite parisienne à laquelle je ressemble. Mais tu vois, je veux pas en faire mon identité. Je refuse, je viens pas de Paris, il m'énerve ce... Bon, bref, je referme cette longue parenthèse sur le tote bag. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que quand même, inconsciemment, j'ai laissé l'ordinateur décéder. Enfin, j'aurais pu. Après, je me suis posé... Bon, je me disais pas... c'était pas aussi conscient, mais je veux dire, si j'y tenais vraiment, vraiment à ce manuscrit, quand même, il y a des moyens de protection, quoi, quand il pleut. Et donc, je me suis interrogée, qu'est-ce que inconsciemment ça voulait dire? Je me rends bien compte que ça m'a aussi permis, en fait, d'écrire un livre qui était pas si bien embarqué que ça, que le fait de l'avoir perdu un peu drastiquement, c'était peut-être inconsciemment prendre une décision que je voulais pas prendre, quoi. Un gros classicos, hein. On se met dans des situations terribles parce qu'on n'ose pas prendre la décision. Je pense pas que ça m'arriverait aujourd'hui. Ce que je vois néanmoins, c'est que j'ai toujours besoin, ça a toujours été le cas pour tous les livres que les 3 romans et même les plus petits livres que j'ai écrits. J'en passe toujours par une première phase où je pense être lancée dans tel projet. Et il y a un moment où il faut que ça déprime. Je déprime drastiquement de mon projet. Et là, soit je m'arrange plus ou moins pour perdre le manuscrit, en tous les cas le manuscrit se perd, soit juste je traverse la déprime. Et je reste pendant 5 jours complètement... Ah, ça va, c'est cool. Non, mais 5 premiers jours, au terme desquels je décide d'abandonner le projet. C'est ce qui vient de m'arriver, enfin, ce qui m'est arrivé fin août. Je me suis dit, j'abandonne. J'avais quand même 230 000 signes. Je me suis dit, j'abandonne, quoi. Je lâche l'affaire complètement. Comment on décide ça? Parce que c'est combien de temps de travail, ça? C'est beaucoup, quand même. 230 000 signes, c'est quand même... c'est un début de travail conséquent, quoi. En fait, moi, je jauge quand même beaucoup ce que je fais à la vitalité que j'éprouve ou non. Ça revient, je suis désolée, mais quand je sens que je traîne sur un truc et que ça m'abat plus que ça ne me donne de la puissance, de la joie ou de l'inquiétude, enfin, en tous les cas, ça te stimule, quoi. Ouais, ça me stimule. Normalement, je suis quelqu'un qui aime bien se lever le matin. Je veux dire, mon réveil sonne à peine, je me lève, pas forcément parce que je suis dans une grande joie, hein. Parfois ça peut être parce qu'en fait je suis très anxieuse, mais je me lève. Je suis quand même drainée par quelque chose, quoi. J'ai un corps plutôt actif, voilà. Et parfois, en fait, notamment là, fin août, je sentais, par exemple, le matin, le soir, la veille, quoi, je me disais, il faut que je me couche le plus tard possible, pour en fait que je me réveille, qu'il soit déjà presque midi. Je me disais, ça va m'arranger, quoi, ce truc-là. Ouais. Ce qui me ressemble pas, en fait. Enfin, après, ça veut tout et rien dire, ce qui nous ressemble. Non, mais bon, bref. Je me suis dit, là, quand même, ça va pas, je me sens pas bien, en fait. Je rouvre le truc, c'était devenu très volontaire aussi. Trop volontaire, quoi. Moi, je fonctionne quand même à une intuition première, qu'ensuite je travaille avec la volonté. Mais c'est l'intuition qui me dirige, qui me guide. Et là, en fait, je me disais juste, ah oui, demain, bon, le programme, c'est ça, et puis c'est ça, et tel chapitre, et tel personnage. En fait, les personnages me fatiguaient un peu. C'était complètement dévitalisé, quoi, cette affaire. J'avais l'impression de devoir faire un travail, tu vois, pour un truc à rendre à la fac. Enfin, alors que normalement, c'est pas ça. C'est là où c'est le cœur de ma vie, quoi. C'est là où je mets tout ce qui est battant. Et donc, mais c'est marrant parce que j'ai beau le savoir, je repasse toujours par la phase quand même de déprime pendant 5 jours où je suis vraiment abattue, quoi. J'ai l'impression que je m'en remettrai jamais. Je me dis, mais en fait, j'arrête d'écrire à tout jamais. De toute façon, regarde, il y a Chimamanda Ngozi Adichie qui existe et toi, t'es là péniblement à essayer de... Et j'ai vraiment un truc comme ça. Et après, je fais autre chose. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est des choses différentes, mais quand j'étais en tournée, par exemple, la tournée me sauvait de ça, quoi. Je me disais, ok, bon, hop, je réfléchissais plus à rien, j'allais sur scène et tout ça, bon. Comme si je nettoyais complètement. Là, j'étais à Fleury-Mérogis, en l'occurrence. Et en fait, après ça, voilà, il y a un truc un peu plus reposé, tu reprends le truc, un peu moins dans des affects, enfin, des intensités, soit hyper énergique, je vais conquérir le monde, soit, en fait, je suis une énorme merde. Mais juste un truc un peu plus distancié, en fait. Un peu plus distancié, qui
Ouais, qui permet mais en tous les cas, je passe toujours par ces deux phases. C'est ça que je voulais dire. J'ai jamais juste. J'en parlais là avec Salomé Kiner, qui est une autrice. Ah oui, la Grande Couronne. Ouais. Et elle disait qu'elle connaît pas du tout ça, quoi. Enfin, elle travaille sur son truc, elle travaille sur son truc. Ça va mettre du temps, mais ça aboutit, quoi. Parfois, elle arrête quand elle travaille. Enfin, je sais pas, elle a pas été jusqu'à me dire ça, mais j'intuitionne ça, quoi. Vas-y, invente, hein. Mais en tous les cas, elle avait pas cette impression de devoir. Moi, j'ai l'impression de devoir tout perdre pour ensuite de penser que je vais tout gagner, de devoir tout perdre. Et après, je peux travailler plus sereinement. C'est bizarre, hein? Ah ouais. Ouais. Écoute, là, j'en parle pour la première fois avec ces mots, mais ouais. Ouais. Et comme si c'était aussi une manière de mettre à l'épreuve, en fait, le truc, de dire, mais en fait, si je brûle tout, qu'est-ce qu'il en reste? Et quand il en reste quand même quelque chose, après avoir tout brûlé, à partir de là, on peut commencer à faire un truc vraiment sérieux, au sens aussi de plus la gravité, quoi, qui tient plus au sol. J'arrête pas là, on ne l'entend pas à la voix, mais je touche la table, je mets mes pieds par terre, ouais, un truc qui tient, qui est ni une grande envolée, ni un truc qui est fort sous la terre, enfin voilà, mais ouais. Voilà. Vers la violence, tu l'as écrit en combien de temps? J'avais commencé quelque chose un peu avant le confinement, pendant le premier confinement de mars 2020, c'était ça. Pendant le confinement, comme beaucoup de gens, j'ai travaillé. Je me suis dit, il y a que ça à faire, il y a qu'à. Mais du coup, de manière très très volontaire, justement dans ce truc un peu de 6000 signes par jour. Enfin, c'était ça ma logique, parce que je crois que Jack London, je crois que c'est ça, hein, il conseille 5000. Il y a un truc comme ça, ou 500 mots, mais qui est l'équivalent du coup de 5000 signes par jour. Et du coup, moi, je me disais, je vais en faire un petit peu plus. Parce que vraiment. C'est nul, quoi. Et c'est vraiment les signes que tu supprimes derrière, quoi. Oui, surtout que c'est pas le bon chiffre. Peut-être tu t'es mis une pression de dingue alors qu'il en faisait 4. Non, mais ouais, c'est des trucs volontaires. Bah, de toute façon, enfin, moi, je l'ai pas du tout bien vécu, cette affaire de confinement, de Covid, de devoir remplir des Contrairement à stations. tous les autres. Il y a des gens qui l'ont. Bah, il y a des gens il y a des gens quand même qui en gardent une période, tu vois, de refuge, de famille, de grand air pour les gens qui se sont isolés à la campagne. Et je veux pas leur voler la possibilité, tu vois, d'y avoir vu une soupape, super de une respiration. Super. Ouais, moi pas du tout, ouais. Et donc moi c'était en plus j'étais entre deux déménagements, enfin, j'allais déménager, donc j'avais pas par exemple c'est un truc con, mais j'avais pas de table pour manger. Ce qui est en fait marrant quand t'as une vie en dehors de chez toi, tu vois. Dans la salle de bain, comme ça, c'était à côté du frigo. Ah non, c'était avant le frigo était pour le coup dans la cuisine. Là, mais donc il y avait des cartons partout, c'était vraiment, puis c'était un tout petit appartement, hein, c'était vraiment pas agréable. Donc tenir enfermé quoi dans ce petit espace. Encore une fois, je ne me fais pas plus misérable que je ne suis. Hein, je suis pas en train de dire j'ai vécu un calvaire inouï. C'est un appart à mais voilà, c'était pas agréable. Et donc j'étais vraiment dans un truc très numérique, quoi. Très numérique, des horaires, un certain nombre de minutes où je courais par jour, un certain nombre de signes que je devais écrire. Donc tout ça était pas très vitalisé. Par contre, j'ai avancé beaucoup, enfin j'ai beaucoup écrit. Mais ensuite, en sortant de ça, je me suis dit quand même, il y a plein de trucs qui sentent l'effort, qui sentent la poussière, qui sont. Et donc il y a eu cette petite phase de bon bah c'est pas du tout la bonne direction, j'abandonne tout et voilà. Et puis je l'ai repris après pendant 7 mois, je dirais, où la direction, je sentais que c'était la bonne, quoi, à ce moment-là. J'ai beaucoup coupé de ce que j'avais fait avant, j'ai changé de genre du narrateur, enfin voilà, il y a eu des changements vraiment drastiques. Et je l'ai repris, ouais, je sais pas en quelle année on était du coup, de septembre à février, septembre 2021, j'imagine, à février 2022, quoi. Et où là, c'était agréable d'avoir quand même si c'était pas le bon truc, quand même le fait d'avoir un certain nombre de signes, d'avoir quand même une trame narrative, même si elle va changer, ça permet quand même de travailler un peu moins dans l'anxiété, quoi, de l'inconnu. C'est plus facile de modifier que de. Ouais. Même si c'était, en fait, je l'ai réécrit quasiment de fond en comble, mais j'avais quand même une structure, quoi. Après, il y a des choses, il y a certaines pages de Vers la violence que j'avais écrit il y a 8 ans, quoi. C'est vrai que j'ai incorporé, bon, c'est toujours
Enfin, moi, je bricole beaucoup quoi, quand j'écris, donc c'est un bricolage d'époque aussi. Un bricolage d'époque. Dans Le nom secret des choses, tu parles de métamorphose. C'est quoi la dernière métamorphose que toi t'as connue? Toi, tu saurais y répondre? Non, mais c'est pour ça que c'est moi qui pose les questions. Un classico. Il y a deux choses qui me viennent, que j'ai à titre personnel, tu veux dire, ou que j'aurais observé de. Tu réponds comme tu veux, hein. Même si t'inventes, je le saurais jamais. Hein. Non, il y a un vrai changement que j'ai. Alors, je sais pas si c'est une métamorphose, mais un changement évident que j'ai observé, c'est celui de ma voix parlée. Avant, vers la violence, et après la sortie vers la violence. Ouais. Il y a un truc qui est descendu dans ma voix. Pourquoi pas le jour où il est sorti en librairie, hein. Un truc drastique, quoi. Je pense que ça recoupe un peu les questions d'être intimidé face aux autres, de vouloir correspondre à ce qu'on imagine qu'ils attendent de nous, de ces trucs d'agressivité aussi dont je parlais, d'assumer une certaine agressivité, mais qui est en fait une manière d'être vitale et tout ça. J'ai l'impression que je suis moins intimidée, mais c'est vraiment le fait d'avoir écrit ce livre, je le daterai à ce moment-là, quoi. Parce quelqu'un qui ne me connaît pas intimement ne peut pas savoir ce qui se joue avec ce livre, mais il se joue un vrai geste, en fait. C'est un roman, mais moi je sais qu'en écrivant ça, je consomme une rupture réelle. Et je pense qu'avoir rompu aussi avec si on le prend juste sur le plan littéraire, c'est aussi rompu avec les titres à rallonge, avec une certaine des phrases très très ampoulées, mais que j'aime bien aussi, hein, mais qui étaient plus celles de l'abandon des prétentions ou du non secret des choses. Ça se traduit aussi comme ça littérairement, quoi. Là, les phrases, elles sont un peu moins, elles sont un peu plus directes, quoi. Il y a un peu une réduction et peut-être une frontalité un peu plus assumée. Donc ça, c'est dans l'écriture, mais moi, dans ma vie, les gens qui me connaissent savent par quoi ça se traduit. Enfin, dans la vie, je pense que ça m'a amené, le fait d'écrire ça, à être plus frontale. Et, bizarrement, à faire tomber ma voix. C'est très concret, donc j'essaie d'y répondre par un truc concret à la question de la métamorphose. Je pense qu'avant, je parlais un peu plus comme ça, mais j'avais une voix avec moins de grave, comme si je n'osais pas. On dirait que tu poses à peine tes pieds sur le sol comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment ça. Mais c'est des affaires de timbre, quoi. J'ai l'impression que ça, c'est mon timbre, le timbre avec lequel je parle maintenant. J'ai l'impression que c'est mon timbre. Enfin, je veux dire, il y a des timbres qui sont très hauts. C'est pas une question. C'est juste que moi, je n'épousais pas mon timbre. Je me mettais au-dessus. En fait, on entendait un peu la peur dans ma voix. Et j'entends même mais même dans le chant. C'est assez, ça nous a assez frappé. Donc, avec mon groupe Catastrophe, là, on travaille sur un 3e disque. Et juste la manière de poser la voix dans les premiers morceaux qu'on a enregistrés, je suis toujours, mais ultra, ultra, ultra haute. Vraiment, je ne chante que super aiguë. Et en fait, elle est très, très éloignée de ma voix parlée, quoi. Ma voix chantée et maintenant, j'arrive davantage à... Je chante pas, je chanterai jamais très grave. Et puis, j'y aspire pas, en fait. J'aspire juste à épouser la justesse. Enfin, voilà, être d'accord avec ça. Donc, je dirais que ça, il y a quand même un truc qui a changé. C'est le premier truc qui m'est venu. Okay. Je pourrais sans doute trouver autre chose, mais... Et t'as dit qu'il y avait 2 choses auxquelles tu pensais? Ouais. Je pense dans la manière de s'habiller aussi. Mais du coup, métamorphose, j'ai tout de suite... j'ai cherché des choses très concrètes. En prison, la dernière fois que j'y étais, il y a soudain un détenu qui m'a dit « Madame, trop bizarre, vous avez des chaussettes montantes. » J'ai dit « Ouais. » Étonnant, tu vois, j'avais des chaussettes comme t'as sans doute, enfin j'en sais rien, des chaussettes, quoi. Et il me dit « Ouais, mais c'est bizarre pour une femme quand même. » Je dis « Ouais, il semble y avoir des choses plus saugrenues, mais... » Et il me dit « Non, parce que pour une femme, en général, c'est des soquettes ou des collants. » Et je lui ai dit « Ah ouais, bon, c'est étonnant ce que tu me dis là. » Mais après, quand même, j'y ai repensé et je me suis dit « Tiens, avant, il y a quelques années, c'est vrai que j'aurais systématiquement replié mes chaussettes
On pourrait se dire c'est con ce qu'il dit, mais on vit en société, donc on est évidemment nourri d'habitudes qui sont pas exactement des choix. Enfin, on n'interroge pas tout, quoi. Quand je replie mes chaussettes, je suis pas en train de me dire tiens, pourquoi est-ce que je replie mes chaussettes, est-ce que voilà, tout n'est pas interrogé. Mais je le faisais, et c'est vrai que j'ai cessé de le faire, par exemple. Il y a des choses d'assumer des je sais pas, je trouve ça plus chiant finalement de replier la chaussette que de la laisser. Et surtout, sinon achète des soquettes. Achète des soquettes, Ça n'a aucun sens de replier les chaussettes, tout simplement. C'est vrai, c'est une attitude bizarre. Non, mais j'essaie de trouver des trucs concrets parce que je pourrais te répondre métaphoriquement, il y a une métamorphose, mais je trouve que ça se voit aussi à des choses, voilà. Ouais, ça en dit plus. Des trucs, je sais pas, de stress, d'épilation, en fait, des trucs qui sont liés un peu à des injonctions tu vois, de féminité. J'ai l'impression d'être plus raccord quand je m'épile, c'est que je souhaite le faire. Enfin, je veux dire, mais je peux tout à fait ne pas le faire. Et alors qu'avant, j'avais plus facilement honte, quoi. J'étais quand même plus, dépendante, quoi, du regard, intimidée par le regard d'autrui sur mon corps. Donc je dirais qu'il y a un truc un peu de corps, de corps et de voix. C'est marrant. Ouais, non, mais c'est très c'est assez palpable en fait mais c'est lié à l'écriture, vraiment. Enfin, j'ai pas écrit là-dessus, donc je saurais pas exactement, mais je sens intuitivement que c'est vraiment le fait d'avoir osé poser certaines phrases, d'avoir osé aborder, d'avoir osé ériger cet homme, là, Gérard, dont je savais que potentiellement il allait avoir des malentendus sur lui. Ah tiens, pourquoi le personnage de Lou a-t-elle de l'empathie pour un homme qui est horrible, ou à l'inverse, mais pourquoi encore un livre sur un père brutal, elles nous font chier. Et ben en fait de répondre à tous ces trucs que potentiellement on pourrait se dire et tout, et de dire bah non, en fait c'est ça l'histoire qui me hante, c'est ça que j'ai envie d'écrire. Il y a certaines phrases que je vais écrire, il y a un truc sur à la fin, la lettre, à la fin de Vers la violence, il y a une lettre que Lou écrit à son père où elle dit elle parle de la cruauté. Elle dit la joie et la cruauté nous appartiennent. Elle rompt avec lui. Elle dit mais néanmoins de toi, je garderai ça. Je garderai ce sens bizarre de la cruauté. Bah c'est une phrase étrange qui met pas tout à fait à l'aise, quoi. Parce qu'à la fin, elle se revendique une certaine cruauté. Et d'ailleurs, quand on lit des critiques sur Babelio ou des choses comme ça de Vers la violence, il y a des gens qui disent mais en fait elle est très antipathique cette Lou, quoi. Elle devient un truc antipathique. Et je pense que le fait d'avoir assumé ce personnage antipathique m'a libérée d'un truc en fait. Bah ouais. Elle est un peu antipathique. C'est comme ça. Elle est ce qu'elle est. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous allez filer en librairie pour vous procurer tous les romans de Blandine Rinkel, Vers la violence en tête. Puis mention spéciale également pour 2 textes courts qu'elle a sortis plus récemment, Les abus gris et A-t-on encore le droit de changer d'avis. N'hésitez pas à vous abonner également à son compte Instagram sur lequel elle publie régulièrement des petits textes, des réflexions qui transforment Internet en un endroit joli et intéressant, c'est pas rien. Et puis tant qu'à avoir votre téléphone en main, vous pouvez vous abonner aux gens qui doutent pour ne rien rater des prochains épisodes. Et vous pouvez aussi me suivre, moi, @FannyRuet, sur tous les réseaux. Il y a des podcasts, il y a des blagues, il y a des chroniques, des dates de spectacles et des photos de chats, très important. Prochain épisode dans 2 semaines. D'ici là, des bisous. Comme toujours, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable Maxime Wathieu.